Yaurana Kaohanui, bienvenue dans Manava, votre émission Info-Service. Aujourd'hui, neuroéducation, partie 2. Et oui, effectivement, cette émission va être comme une suite de l'émission du 18 novembre dernier, mais ne vous inquiétez pas, si vous ne l'avez pas suivi, on vous fera un petit résumé avant de commencer avec nos invités. Marie Gotz-Georges, initiatrice de la BIC et inspectrice pédagogique Yaurana. Bonjour. Emmanuel Pinet, enseignante en classe élémentaire. Yorana. Mahana Din, orthophoniste. Yorana. Et enfin, Christophe Borelli, enseignant en lycée professionnel. Yorana. On va du coup commencer avec toi, Marie, puisque tu étais présente dans la première émission. Un petit résumé de l'émission précédente. On a parlé de sommeil, de violence, d'humiliation, d'écran. Tout ça, ça a un rapport sur la concentration et l'apprentissage? Oui, lors de la dernière émission, nous avions mentionné tout l'environnement qui pouvait soit accélérer, soit freiner les apprentissages, et notamment sur l'environnement familial et éducatif. On en avait conclu finalement à la fin d'émission qu'avant d'apprendre, il fallait avoir des bonnes conditions d'apprentissage. C'était un petit peu ce qui ressortait de tous nos discours. Exactement. Je crois qu'il est important que tout l'environnement éducatif d'un enfant soit bien informé de la façon dont fonctionne notamment son cerveau pour optimiser ses apprentissages et faire en sorte que ces émotions ne viennent pas entraver peut-être l'envie d'apprendre, que le manque de sommeil vienne entraver sa concentration et son attention lors d'une journée d'école, mais aussi l'alimentation, le sport. Puis on avait évidemment parlé de l'importance d'assurer un environnement éducatif bienveillant qui ne stresse pas, ou en tout cas le moins possible les enfants, puisqu'on avait vu vraiment l'impact que cela pouvait avoir sur le développement cognitif des enfants. Et quand on parle de développement cognitif, on parle aussi de la BIC, la brigade d'intervention cerveau et cognition. Rappelle-nous ses missions. Alors la brigade, comme son nom l'indique, est une équipe d'enseignants, de formateurs du premier et du second degré qui, en Polynésie française, offre aux enseignants, mais aussi aux élèves et aux parents. Donc nous avons vraiment une approche systémique de l'éducation, offre une formation sur comment fonctionne le cerveau et comment apprendre à apprendre. Donc voilà, nous sommes là aujourd'hui avec nos polos d'intervention. Voilà. Et justement, en face de toi, deux personnes, Emmanuel et Christophe. Vous faites partie aussi de la BIC. On va commencer déjà par Emmanuel. Pourquoi avoir intégré finalement la BIC? Alors oui, donc pour répondre à la première question, je fais partie de la BIC. Et en fait, c'est parce que moi, ça fait un petit moment que que je travaille autour de la neuroéducation. Et je suis aussi maître formatrice, donc je vois aussi des étudiants en formation. Et en fait, ça répond à des besoins qu'on peut rencontrer sur le terrain. Ça répond à des besoins et au niveau des élèves, puisque il faut que nos postures enseignantes aussi évoluent ou changent avec nos élèves pour répondre au mieux aux conditions optimales pour que nos élèves puissent apprendre correctement. Et ça répond aussi finalement aux familles qui, sans le savoir, se posent beaucoup de questions et pour lesquelles on peut répondre, ne serait-ce que par rapport au sommeil, à comment aider son enfant à la maison avec des gestes tout simples. Donc moi, c'est tout naturellement que je me suis inscrite de manière volontaire dans cette brigade. Et de ton côté, Christophe, on a parlé là de sommeil, violence, humiliation, écran, concentration. Ce sont des mots qui te parlent par rapport au sujet d'aujourd'hui, apprendre à apprendre. Complètement. Moi, j'ai intégré aussi la brigade parce que ça fait des années que je m'intéresse aux différentes pédagogies et les différents paradigmes qui peuvent aider les enfants qui sont dans le besoin. Moi, je travaille avec beaucoup d'ados, donc des secondes, des premières, des terminales. Et face à nous, on a souvent des élèves qui ne savent pas trop pourquoi ils sont là, parce qu'ils sont en seconde, et puis moi je suis enseignant en lycée professionnel. Et donc, comment on peut faire pour les aider en leur donnant des vraies méthodes, des vraies stratégies. Donc moi je me suis formé avec le Canada, et donc j'ai essayé d'apprendre un maximum de choses sur le cerveau, puisque c'est pas inné. Et donc ça m'a permis de mieux répondre à leurs besoins, je crois. Vraiment, vraiment. Et d'être plus à l'écoute et de prendre plus le temps, en fait. Chose qu'avant, je faisais moins parce que, stressé par les programmes, la vitesse d'exécution de tout ce qu'on nous demande. Et là, vraiment, je mets comme un peu...
je me mets un peu sur pause et puis je les regarde évoluer et puis j'arrive à avoir des outils pour les aider. Et ça, c'est hyper important parce que souvent, ils arrivent en seconde et ils n'ont pas de méthode de travail en fait. Ah, alors je me tourne du côté de Mahana. Est-ce que ce sont des choses que tu vois? Tu peux témoigner justement de ces enfants qui n'ont pas forcément de méthode ou d'outils? Oui, oui, oui. Ben, déjà, les enfants que je reçois sont souvent face à des difficultés, voire même à des troubles qui sont d'origine neurologique. Du coup, déjà physiologiquement parlant, enfin, dans l'organisation de leur cerveau, c'est différent. Mhm. Donc, les parents sont face à des situations qui sont aussi uniques et donc pas forcément évidentes pour eux à gérer. Donc, au final, oui, oui, ce sont des... Enfin, concrètement parlant, lorsque je reçois les enfants ou même les adolescents au cabinet, c'est déjà important d'installer un climat de confiance, une relation de confiance, parce que si le climat n'est pas propice et n'est pas favorable euh, À cet voilà, apprentissage. aux apprentissages, Mhm. à ce moment-là, il n'y a rien qui va se construire, quoi. Donc, on commence déjà par la relation avant d'entamer plusieurs outils, dont la respiration, le mouvement, la musique, dont on va peut-être parler plus tard. Et ben justement, parlons peu, parlons bien. Tu as déjà commencé à développer le sujet en parlant de cette ambiance finalement, de cette aura de confiance qu'il y a avec les enfants. Est-ce qu'il y a d'autres outils que tu mets en place, que tu utilises pour les aider dans leur apprentissage? Oui, 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 merci pour ta question. Du coup, en début de séance, en général, surtout que je reçois beaucoup de très petits, avec une agitation motrice qui est bien présente, peu de langage, voire pas forcément de contact visuel. Donc, je travaille énormément avec le corps. Du coup, il faut savoir que l'utilisation du corps, donc le mouvement et la respiration, permet de créer une connexion, enfin de mettre une petite échelle entre le système limbique, donc le cerveau archaïque, avec les émotions aussi qui sont bien présentes, les réactions d'attaque, d'inhibition ou alors de fuite qui sont présentes et du coup qui sont, c'est archaïque, et mettre une petite échelle avec, mettre une petite échelle entre ce système limbique avec le cortex préfrontal, qui Alors, du coup oui, vas-y. contient aussi les fonctions exécutives qui nous permettent ensuite d'utiliser toutes nos fonctions cérébrales et donc faire preuve d'attention, d'inhibition, de mémorisation, voilà. Donc être entièrement présent, quoi. Là, on parle de mots un peu techniques. On va peut-être un peu Oui, perdre pardon. les gens, mais c'est pas grave. Au moins, ça permet vraiment de se rendre compte de ce lien qu'il y a dans le cerveau. Je me tourne vers toi, Emmanuel. Ça veut dire que les activités physiques, entre guillemets, ont un rapport sur l'apprentissage, la mémorisation? Pas vraiment? Alors, les activités physiques ont un lien. En fait, je vais rebondir vraiment sur tout ce qui vient d'être dit parce qu'on peut faire le parallèle en fait avec la classe. C'est-à-dire qu'un élève qui arrive le matin, moi je suis en CP, donc j'accueille des élèves qui sont encore petits, ils arrivent de chez eux et rentrent en classe. Il faut déjà effectivement poser un cadre propice, c'est-à-dire que toutes ces émotions des élèves peuvent arriver très stressés à l'école. L'école peut stresser certains de nos élèves. Chez les petits, on voit des élèves qui parlent peu, qui ont du mal à s'exprimer. Donc effectivement, il faut poser ce cadre. Et dans la pratique de classe, réguler des moments où on va solliciter, on va dire cognitivement, c'est-à-dire on va vraiment demander à l'élève de fournir un effort, avec des moments où au contraire il va y avoir des pauses où justement, on parlait des fonctions exécutives, permettre en fait, avec ces connaissances qu'on a sur le cerveau, on va dire d'activer ces fonctions exécutives dont l'élève va avoir besoin. Et pour les activer, il faut que le cadre effectivement soit serein, soit posé. Donc en classe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des élèves qui ont la possibilité par moment d'avoir des endroits de repli, aménager des emplois de repli avec des gestes, enfin des outils sensoriels qu'ils vont pouvoir utiliser. Ça va être des endroits peut-être où ils vont pouvoir s'asseoir pas spécialement sur une chaise, pas tout le temps être tout le temps à la même place. Ça peut être choisir un espace pour travailler. Voilà, c'est tout un aménagement en fait qui va solliciter l'enfant. Donc pour revenir au mouvement, le mouvement en fait est intégré, on va dire, dans la pratique de classe. On ne va pas empêcher un élève qui ait besoin fondamental. On doit répondre en fait aux besoins fondamentaux des enfants.
Et le mouvement en fait partie. Et il faut des aménagements pour ça. En parlant Complètement. d'aménagement, je me tourne cette fois-ci plutôt du côté des adolescents. Alors, je me rappelle de mon adolescence, j'avais beaucoup de mal à m'organiser. Christophe, comment est-ce que on peut proposer des outils à ces adolescents pour mieux s'organiser dans la journée? Je rebondis sur les besoins fondamentaux. Moi, souvent, mes élèves, ils ont envie d'aller aux toilettes. Donc, en fait, je leur dis de ne pas interrompre le cours et d'aller aux toilettes. S'ils ont besoin d'aller se mouiller le visage ou s'ils ont besoin d'aller aux toilettes, c'est un besoin fondamental. Donc, comme je leur dis, je ne peux pas vous dire non. Maintenant, s'il y a des abus et qu'ils sont là à me demander toutes les 2 minutes, je dis non. Après, moi, en pratique, on a une boutique pédagogique en fait au lycée professionnel et on les fait beaucoup pratiquer. Donc, ça bouge beaucoup, ils sont beaucoup en mouvement. Donc, on essaye de mettre en place, pour revenir sur le cerveau, moi, ce que j'ai pu apprendre à travers mes formations, c'est j'essaye de leur donner une base très, 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 très prononcée sur tout ce qui est théorie, mots de vocabulaire, des choses hyper importantes et pour eux dans la compréhension et pour le développement de leurs compétences. Donc, en fait, on donne beaucoup de mots de vocabulaire et on les fait travailler dessus avec des évaluations régulières de 5 minutes ou autre. Plus ils auront de connaissances et plus ils pourront acquérir de compétences dans toutes les pratiques que l'on va leur demander. C'est-à-dire quand ils vont partir en stage, si un tuteur de stage leur dit bah, « vas-y, refais-moi le facing » et qu'il ne comprend pas ce que ça veut dire, à un moment donné, ça va lui permettre d'acquérir des compétences. Comment est-ce que, enfin, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que ça peut les aider finalement dans leur emploi du temps, dans leur organisation finalement. C'est-à-dire les aider pour s'organiser dans la journée, pour pouvoir être, par exemple, on parle d'autodiscipline. Qu'est-ce que c'est? Comment les aider à se s'autodiscipliner, par exemple? À un moment donné, nous, on est des professionnels, c'est-à-dire qu'on leur apprend à être professionnels. Donc, il y a des gestes, des attitudes à avoir qu'on apprend dans la boutique pédagogique. Et ça, j'ai envie de vous dire que c'est tous les jours. J'ai pas besoin de faire une évaluation sur comment dire bonjour ou communiquer avec quelqu'un. Bien Et sûr. en fait, ça se fait au fil de l'eau, j'ai envie de te dire. Cette bienveillance dans l'environnement que l'on peut créer avec eux, ça va permettre à l'élève de se sentir bien et effectivement d'acquérir des compétences grâce aux connaissances qu'on aura inculquées à travers les cours ou à travers le vocabulaire ou autre. Et juste pour finir sur les aider sur les méthodes de travail, souvent je leur dis mais comment vous faites pour réviser, et en fait je leur apprends à réviser en se posant des questions et en retraçant tout ce que l'on a vu ensemble, ou de se questionner entre pairs en essayant bien sûr que le pair qui est en face ait la bonne réponse à la question, parce que ça, la correction d'erreur est hyper importante. C'est-à-dire que s'il y a une erreur entre les pairs, c'est très dommageable pour la personne qui apprend. Donc se poser des questions pour réviser, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, plutôt que lire. Lire et relire et relire. Lire et relire, non, ça ne fonctionne mais pas. de poser des questions et aller chercher et trouver la réponse et se servir du cours juste pour regarder et dire « Ah oui, ça effectivement j'avais oublié », ça permet d'apprendre. Dans la même idée, on le rappelle, hein, que toutes ces conseils, ces petites astuces, vous pouvez les retrouver dans le e-book qui est disponible sur ebook.education.pf. Et justement, dans ce e-book, on parle de métacognition. Marie, qu'est-ce que c'est? Alors, la métacognition, c'est penser sa propre pensée. Si on veut résumer, c'est comme si on mettait une sorte de haut-parleur sur sa tête, ou qu'on essayait de regarder ce qui se passe dans sa tête avec un miroir. Et c'est déterminant pour la réussite scolaire. On sait aujourd'hui, toutes les études le montrent, que plus un élève est dans une attitude métacognitive, plus il va réguler ses apprentissages et plus il sera dans la performance scolaire. C'est quelque chose qui est assez intuitif chez les élèves qui ont des facilités, ou en tout cas qui n'ont pas de difficultés scolaires, et qui est plutôt parfois un peu fragile chez les enfants qui sont plus en difficulté ou qui ont des troubles. Mais c'est quelque chose que tout le monde utilise. J'aime bien essayer de comparer ça, notre cerveau, à un moteur de voiture, hein, ça parle à tout le monde. Et puis la métacognition, ce serait un peu le levier de vitesse, ou en tout cas l'environnement, l'habitacle de notre voiture. On ne sait pas forcément comment fonctionne un moteur, et on n'a pas besoin de savoir comment fonctionne vraiment un moteur quand on doit conduire. En revanche, il faut savoir utiliser les freins, les pédales, le levier de vitesse. C'est la base. C'est la base. Et voilà, la métacognition, c'est ça.
C'est savoir que parfois notre cerveau va aller un peu trop vite ou un peu trop lentement et qu'on peut agir sur ce moteur, et c'est ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Donc c'est tout l'environnement. Donc c'est l'attention, c'est le fait d'agir sur sa mémorisation, c'est le fait de peut-être résister à certains automatismes de pensée. Et tout cet ensemble de fonctions exécutives aide à s'organiser dans les apprentissages. On parle de mémoire de travail aussi. Cette mémoire de travail, c'est tout simplement cette petite voix intérieure qu'on entend tous quand on se parle à soi-même, ou ces images mentales qui nous permettent d'imaginer, de créer, d'être créatif et de résoudre des problèmes. Donc tout ça, en fait, ça doit s'apprendre, notamment pour les élèves chez qui c'est pas forcément intuitif. Et le rôle de l'école est là, c'est d'apprendre à apprendre. Et souvent, on peut être amené à conseiller des orthophonistes pour ces enfants-là aussi, parce que il faut aussi découvrir ces fonctions. Et certains enfants ont besoin qu'on accentue un petit peu cette connaissance de soi, cette connaissance du cerveau. Alors nous, on le fait. La BIC, elle est là aussi pour ça. C'est que ça doit pas être que dans le milieu extérieur, mais aussi à l'école qu'on doit découvrir la métacognition. Alors, tu as parlé d'environnement de travail. Je me tourne de ton côté, Mahana. Je me souviens que quand j'étais au lycée, j'aimais bien mettre un peu de musique, par exemple, pour pouvoir m'aider à travailler. Bon, il y a des fois où je chantais plus qu'autre chose, mais finalement, est-ce que la musique, ça a un rapport avec cet apprentissage? Est-ce que ça peut m'aider à mémoriser des choses ou à me sentir dans un environnement serein, finalement? Oui. Ah oui, la musique, c'est un outil qui est déjà fabuleux, merveilleux, et il y a pas mal d'études qui ont été réalisées par rapport à ça. Donc, concrètement parlant, par exemple, si on prend les petits, avant d'apprendre à parler, en fait, on a vu que les bases de la pyramide du langage, il y a le rythme qui est dedans. Donc, on peut déjà commencer par apprendre des rythmes. Et en fait, ce qui est merveilleux ici au niveau culturel, c'est qu'on a déjà l'envie de danser, on a un peu le rythme dans la peau. Donc, c'est intéressant de réutiliser, par exemple, les tohérés, et puis on apprend aux enfants à taper des rythmes, à taper un rythme qui soit sur une durée, par exemple, pendant 2 minutes, on va taper le rythme ensemble. Donc là, on va travailler aussi l'attention soutenue, donc qui fait partie aussi des fonctions exécutives nécessaires à l'apprentissage. Donc ça, c'est pour les petits, mettre en place les rythmes. Quand le rythme est fait, on peut aussi travailler la mémorisation. Donc ça peut travailler la mémoire auditive. Donc si je reste sur le rythme, je vais taper un rythme sur le tohéré, l'enfant va devoir le reproduire. Ou alors, donc ça c'est à l'endroit, il va pouvoir le reproduire à l'envers. Donc si je fais par exemple noir, 2 croches, noir, imaginons. Donc il doit refaire la même chose, noir, 2 croches, noir. Ou alors le faire à l'envers. Bon là c'est pas... Oui, là c'est la même ouais, chose. Là c'est la même chose. Donc par exemple, fait 2 croches, noir, noir. Donc on va le faire à l'envers pour travailler la mémoire de travail, alors aussi liée aux fonctions exécutives, donc à l'apprentissage. Donc noir, 2 croches. Voilà. Ok. Donc ça, c'est des petits exercices. C'est là qu'on se rend compte que la musique a un impact là-dessus. Mais tu vois, à force de répéter, ça commence à rentrer. Est-ce que, Marie, c'est ce qu'on appelle, c'est ça, la répétition espacée? C'est un peu le même principe, si j'ai bien compris. Et en fait, oui, c'est cette idée-là. Ça n'a pas forcément rapport avec ton exemple, mais bien sûr. C'est cette idée que les fonctions exécutives, alors elles se travaillent certes, mais surtout pour les découvrir. On sait aujourd'hui, les recherches nous ont prouvé que c'est pas à force de faire des exercices sur les fonctions exécutives qu'on sera meilleur dans un contexte d'apprentissage. En revanche, ce que l'on sait, c'est que pour chaque fonction exécutive, il y a des grands principes. Et pour la mémorisation, puisque tu poses cette question, on sait que pour bien mémoriser, il faut 3 phases. Le cerveau a besoin vraiment de 3 phases. La première, c'est l'encodage, la qualité de l'encodage de l'information, faire des liens, en gros, donc comprendre ou raconter ce que l'on a compris. La deuxième phase, ça va être de stocker, de consolider. Donc, tu parlais tout à l'heure de testing, de se tester, se poser des questions pour faire cet effort de récupération. Et puis, on sait aujourd'hui que la mémoire s'effrite. Le cerveau oublie ce qui n'est pas essentiel à sa survie. Par conséquent, souvent, la chose scolaire n'est pas essentielle à la survie d'un élève. Et par conséquent, il va oublier. Et on sait que
si on rappelle, mais ça c'est quelque chose qu'on savait depuis plus de 50 ans, hein, on sait aujourd'hui en revanche avec les études récentes sur le cerveau que ce rappel est nécessaire à un rythme espacé, c'est-à-dire qu'on a besoin de faire cet effort de récupération à des espaces différents. Donc l'idéal, c'est de faire un rappel à J3 après une notion, puis à J7, puis à 1 mois, puis 3 mois, puis 6 mois. Voilà, en gros, il faut jusqu'à 5 récupérations pour être sûr d'avoir bien consolidé sa mémoire. Donc ça implique forcément des pratiques pédagogiques dans les classes. Notamment, peut-être quelques outils de récupération et de consolidation, comme les boîtes de Lettner. Emmanuel, justement avec Emmanuel. Alors, donc moi, je travaille avec les petits. Donc, par rapport à cette mémoire expansée, c'est-à-dire arriver à mettre en mémoire des notions. Par exemple, il va y avoir tout ce qui va être les nouveaux mots de vocabulaire, sachant qu'en cycle 2, c'est tout ce qui est autour du langage oral et du lexique est très important. Et on va avoir aussi, alors moi je travaille et en langage oral, où il va y avoir des boîtes mis à disposition en fait. On étudie un album, on étudie le lexique il est sur image, il est écrit sur des petits cartons qui sont mis dans les boîtes. Et ces boîtes sont manipulées, c'est-à-dire on a le lexique à l'intérieur. Alors moi, ça a été adapté à mes élèves. Et ces boîtes, elles sont à disposition. Les élèves régulièrement vont jouer avec, se mettent à deux. Et moi, régulièrement aussi, ils savent que régulièrement, je vais prendre un moment avec eux et on va revoir tout ce vocabulaire ensemble. Alors des fois, c'est des moments qui sont complètement différés. Par exemple, c'est souvent du vocabulaire lié à l'étude d'un album. Donc, ce qui va changer, par exemple, dans la pratique, c'est que souvent ce vocabulaire, il est aussi vu alors que l'album a déjà été terminé. Mais pourtant, on va continuer à travailler et à mettre en mémoire ce vocabulaire. Est-ce que ce sont des outils qui, Christophe, peuvent être réutilisés, par exemple, au fur et à mesure des âges? Est-ce que ça fonctionne autant pour des enfants que pour des adolescents, par exemple? Ouais, on peut utiliser plein de choses. Après, c'est vraiment au regard du groupe classe que tu as en face de toi. Enfin, en tout cas, nous, pour les ados, on peut fonctionner sur plein de choses, sur plein de jeux. Mais ouais, ça dépend de ce que... Nous, on est sur des approches spiralaires des compétences. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tu peux prendre ce que tu vas faire en seconde, tu peux le reprendre en première, mais en fait, tu l'améliores au fil du temps. Et en fait, la mémorisation et l'acquisition des compétences est plus facile. Parce qu'effectivement, tu reprends. Donc, en fait, c'est un peu ce qui est demandé au travers de l'éducation nationale. Hein. Ce qu'on nous demande, c'est vraiment... tu fais quelque chose que tu peux faire en seconde, tu l'améliores en première et tu le fais un peu plus, c'est-à-dire que tu le complexifies en fait, tu complexifies la tâche. Et en fait, la mémorisation, forcément, elle sera plus simple si tu parles de la même chose. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc là, on va terminer l'émission finalement sur un point qui est important. On l'a un peu abordé lors de la précédente émission, mais je me tourne vers toi, Marie, parler des émotions. Alors quand on parlait des violences qui peuvent y avoir à la maison, ou sinon de la qualité du sommeil, etc., ça ne nous met pas dans un environnement qui est adapté. On est un petit peu stressé, on est un petit peu anxieux, et donc ça impacte la concentration. Donc les émotions en général ont aussi un impact sur tout ce qui est mémorisation et apprentissage. Oui, alors la dernière fois, on avait parlé un petit peu des émotions avec tout l'environnement que tu viens de rappeler, mais on ne parle pas non plus assez, il me semble, à l'école, des émotions liées à la métacognition, en tout cas liées aux apprentissages. Cette émotion des apprentissages, ce qu'on appelle l'émotion métacognitive, c'est tout ce qu'on va ressentir face à une tâche scolaire. Est-ce que, on parlait tout à l'heure de l'estime de soi ou de la confiance en soi face à une tâche scolaire, ce que me renvoie l'exercice que j'ai à faire. Quelle est l'émotion que je ressens quand je suis devant un problème de maths, quand je suis devant une addition ou une situation d'oral? Ce que je ressens, la façon dont je peux le gérer. Et on a vraiment une petite partie, le cortex singulaire antérieur pour parler technique dans notre cerveau, mais qui concrètement nous indique, sonne un petit peu cette petite sonnette d'alarme qui nous dit là il se passe quelque chose entre la projection que le cerveau a faite et ce qui se passe réellement. Et ce signal est extrêmement important à détecter quand on est élève, parce que c'est ce qui va nous permettre de réguler
Et donc, cette émotion que l'on ressent dans un contexte d'apprentissage doit être connue des élèves. Et finalement, on pourrait presque en faire une troisième émission, mais plutôt, on va vous diriger vers le site ebook.education.pf pour aller vous renseigner sur toutes ces méthodes, sur toutes ces astuces, ces conseils. Voilà, il y a un ebook qui est mis à disposition, qui est gratuit. On vous invite vraiment à aller le lire. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions. Vas-y, très rapidement, il nous reste 30 secondes. 30 secondes. C'était pour rebondir par rapport aux émotions. C'est que même les enfants qui ont des troubles, ce qui va être important de faire, c'est aussi de leur apprendre à réussir. Donc, de les mettre en situation de réussite pour qu'ils aient de plus en plus confiance en eux parce qu'ils ont des troubles. Donc, la difficulté sera toujours présente dans le cerveau, mais leur permettre d'avoir cette confiance en eux et donc de ressentir des émotions agréables va leur permettre ensuite de continuer leur scolarité au mieux. Et ça permet de conclure bien comme il faut l'émission. Merci beaucoup à toutes et à tous. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Maururu itotatou faririr a trahoma parheana.